je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver à la fin de cette saison estivale puisqu'aujourd'hui on est veille de l'automne. Déjà, ça passe terriblement vite. Je n'ai pas vlogué pendant mes vacances et en fait j'ai laissé pendant mes vacances et je suis jamais revenue, donc ça fait un bon moment. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour récupérer un petit peu mon retard de vous faire un énorme book haul de l'été. Et suivra d'ici quelques jours, je pense, une autre vidéo où je vous ferai un gros update. Donc aujourd'hui, quand je vous dis que j'ai un gros book haul à vous présenter, en fait, il y a des versions définitives à des lectures que j'ai lues en tant que lectrice Le Duc, des petits cadeaux aussi de chez Le Duc, des livres qui me faisaient très envie depuis longtemps. Alors, il y en a 2 ou 3 voilà, que j'ai acheté compulsivement, on va dire. Mais j'ai quand même été raisonnable, hein, vous allez le voir. Alors, j'ai pas fait d'ordre. J'ai mélangé les lectures Le Duc avec un peu de tout. Donc, vous verrez. Il y a plein de choses sympas à voir. Des livres que j'ai déjà lus, du coup. Puisque dans le lot, il y a les UNC que j'ai déjà lus. Mais qui sont sortis. Donc, je vais pas vous parler de mes UNC qui ne sont pas encore sortis. Mais autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Hop, voilà, ça fait beaucoup. Bon, après l'été, on sait que forcément les maisons d'édition envoient moins de livres. Alors, je vous règle juste un petit peu. L'été, les maisons d'édition envoient moins de livres. Donc forcément, ça a été calme sur l'été. Ça s'est plus réactivé là, début septembre, à la rentrée des vacances pour tout le monde. Alors, pour commencer, je crois que je suis l'une des dernières à succomber avec beaucoup de retard à cette saga de livres. J'ai acheté le premier tome de la saga Blackwater qui m'a été moult et moult fois recommandée par les copines, notamment sur Bookstagram ou sur YouTube. Donc là, j'ai pris que le premier tome. J'ai pas non plus... j'aurais été capable d'acheter la saga complète, mais j'ai été raisonnable. Si vous n'avez toujours pas entendu parler de cette saga, c'est une saga qui est sortie en 1986, je crois, pour le premier tome. 83 exactement. C'est écrit par Michael McDowell et donc les éditions Monsieur Toussaint Louverture les ont republiées là en avril pour le premier dans cette sublime édition. Il faut dire que vraiment le travail éditorial est exceptionnel, c'est super joli. Et pour la maudite somme de 8,40 €. Donc franchement, pour ça, il faut saluer leur travail parce que c'est vraiment super, super joli. Et puis j'ai un petit peu feuilleté, mais c'est écrit assez gros. Le format est petit, facile à transporter. Sans faute, franchement, sans faute. De quoi il s'agit? J'ai regardé rapidement et puis j'en ai entendu vachement parler. Mais on va suivre la famille Casquet qui habite Perdido, qui est un petit village qui va se retrouver sous l'eau à cause de la crue. Et donc c'est une famille richissime, on les suit apparemment dans la reconstruction suite à cette malencontreuse crue. Et sur leur chemin, ils vont rencontrer une jeune femme mystérieuse, pleine de secrets, qui s'appelle une certaine Elinor Damer. Donc voici pour ce livre qui se situe à mi-chemin entre le fictif et le fantastique. Je n'ai jamais su la différence. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Et apparemment, c'est des livres qui se dévorent, qui se livrent très vite. Ensuite, le second livre que je vais vous présenter, c'est clairement une suite à un coup de cœur dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne, mais dont j'ai parlé sur Booksta. Parce qu'en fait, c'est le livre que je lisais quand je vous ai quitté avant mes vacances. Et en fait, j'ai lu Dans les yeux d'Anna de Christian Laborie. Et j'ai décidé d'acheter cette fois-ci Les Enfants du Val Fleuri. Alors clairement, le choix a été difficile parce qu'il a écrit tellement de livres. Il y en a plein qui me donnaient envie. Là, rien que sur celui-ci, il y en avait quand même quelques-uns à lire. Il y avait l'embarras du choix. Mais j'ai choisi celui-ci parce que, je vous fais un petit résumé, à Anduze. Voilà, déjà ça commence comme ça. J'ai grandi le petit village, donc petit village des Cévennes, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Christian Laborie écrit des romans de terroir.
sur les Cévennes. Pour lui, c'est une région de cœur où il a développé un amour inconditionnel tout simplement pour le coin et je ne peux que le partager puisque j'y ai grandi. Donc, à Anduze, Damien et Marion ont fait des vignes et de la garrigue leur terrain de jeu. Puis, le décor de leur amour naissant, loin du regard réprobateur de leurs parents. Lui, héritier désigné d'une longue lignée de faïenciers, elle n'est que la fille des métayeurs du domaine. Lorsque le père de Damien découvre une terre argileuse rouge sur son domaine, naît alors la poterie de Valfleury et ses vases horticoles. Déjà, il faut savoir que Anduze est réputé pour travailler la poterie, les vases, etc. Des années 1930 aux années 1960, le destin de deux familles se déploie, s'entrecroisent, noués par les liens du sang et de l'amour, mais aussi frappés d'un lourd secret. Et ce que j'adore, c'est que c'est toujours des secrets de famille. Donc je pense que je le lirai peut-être pas tout de suite, mais plus sur la saison du printemps. Parce que pour moi, ou l'automne peut-être. Je sais pas, on verra selon mes lectures à venir. Ensuite, j'ai reçu ce livre qui est donc Fauve d'Éric Mercier, qui fait partie de la sélection pour le prix HarperCollins Poche catégorie thriller, dont je suis l'heureuse partenaire cette année. Je suis trop contente puisque vous le savez par ici, mais j'ai le cœur thriller. J'adore flipper, j'adore stresser, j'adore me mettre comme ça sous la couette, faire des cauchemars le soir limite, même si ça ne m'arrive jamais, mais j'adore tout ce qui fait flipper. Alors j'espère qu'avec celui-ci, je vais trembler. J'avais pas lu le résumé, mais je le fais pour vous. Le commandant Frédéric Vicot de la brigade criminelle de Paris et son adjointe sont face à un meurtre sordide. Un homme a été jeté en pâture aux cochons dans une ferme proche de la capitale. C'est assez glauque. Il s'agit d'Ivan Katos, riche héritier et amateur d'art. Alors que le commandant tente de trouver de l'aide auprès de divers spécialistes, l'enquête prend une tournure inédite quand il est question au passé de la victime. Dans quelle affaire abjecte le collectionneur a-t-il trempé pour être aussi sauvagement assassiné? Sa fortune cacherait-elle des secrets honteux? À moins que sa panoplie de tableaux fauves, des Matisse, des Vlaminck, des Dufy, tous plus précieux les uns que les autres, n'aient quelque chose à révéler. De galériste véreux en expert corrompu, Frédéric Vicot découvre au milieu de l'art insoupçonné, loin de la lumière et du succès qui auréole les plus grands maîtres du fauvisme. Je pense que je vais être servie niveau écœurement, dégoût, tout ça avec ce livre. Ensuite, j'ai acheté La Nymphe endormie. Alors, du coup, 1, 2, 3, 4. Sur tout ce que je vous présente, j'en ai acheté 4. J'ai acheté Blackwater, Le Christian Laborie, celui-ci et un autre que je vous montrerai après. Donc, La Nymphe endormie, celui-ci, il me tentait pas mal. Je l'avais pas acheté dans le passé parce que j'étais pas sûre. Il y avait quand même marqué qu'il faisait partie d'une sélection, souvent en librairie, mais quand je lisais le résumé, j'étais pas sûre à 100% de l'acheter parce que j'étais pas méga emballée par le résumé. Mais là, je l'ai trouvé d'occasion à 2,50 €. Alors je me suis dit, vu l'état dans lequel il est, autant l'essayer. S'il a plu à pas mal de personnes, pourquoi il ne me plairait pas à moi? Donc c'est un thriller. La Nymphe endormie. Derrière la beauté bouleversante du tableau de La Nymphe endormie se cache l'horreur. Au lieu de peinture, l'artiste a utilisé du sang. Alors voilà, en fait c'est ça. C'est pas que le résumé ne me plaisait pas, c'est que ça fait écho à des lectures que j'ai déjà lues. En fait, ça m'a déjà... je trouve pas ça novateur en fait. Le tableau, du sang ou que ce soit de la peau. C'est Tillier, je crois, qui avait fait... c'est lequel? Je sais plus si c'était pas Il était deux fois ou peut-être un manuscrit inachevé. Je sais plus, mais où il était question de tableaux avec des chairs reconstituées. Mais pour moi, ça n'avait rien d'innovant. Mais soit, laissons-lui sa chance. Ça peut être exceptionnel, je n'en sais rien. Voilà ce qui lance la commissaire Teresa Battaglia sur la piste d'un meurtre commis 70 ans plus tôt dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Une enquête ne comportant ni corps ni scène de crime, ni suspect, ni témoin. Rien qu'une trace génétique que Teresa remonte jusqu'à une vallée isolée et mystérieuse du nord de l'Italie, le Val Rhésia.
Protégé depuis des siècles par un isolement presque absolu et dont les habitants partagent des croyances étranges et ancestrales. Un mystère qui plonge au cœur des mémoires, d'autant plus épais quand celles-ci défaillent. Ah, il y a un petit air de mi-clos là-dedans, ça a l'air quand même sympa. Bon, celui-là, il est un peu balèze. Il fait tout de même 600 pages, 650. Il est sorti cette année, je crois, ou l'année dernière, en format poche. Hein, donc, pas du tout. Ah si, c'est ça. L'année dernière en poche et en 2019 déjà en brochet chez Albin Michel. Donc il n'est pas tout nouveau celui-là quand même. J'ai reçu Précis de culture féministe pour briller en société patriarcale de Sabrina Erenjin, donc qui fait partie de la catégorie Le Duc Société. Celui-ci je ne l'ai pas lu parce que... Oh, je l'ai pas vu, il est dédicacé. Ça fait partie de ceux que je n'ai pas eu le temps de lire cet été pour plein de raisons. J'ai privilégié d'autres livres qui me tentaient plus, comme notamment pour lire celui-ci, donc Le pouvoir des hypersensibles spirituels de Géraldine Prévost-Gigant, qui malheureusement n'a pas été une très bonne découverte pour moi. Même si je reconnais que le travail de l'autrice est incroyable, que c'est un livre qui a son intérêt, qui peut vachement aider les hypersensibles spirituels. Malheureusement, moi ce qui m'a dérangée, c'est que c'est un livre, il faut se sentir soi-même hypersensible spirituel, je pense, pour pouvoir l'apprécier. Ou en tout cas, s'en servir de guide. Moi, je l'ai trouvé sympa sur le plan explicatif, parce que je ne connaissais pas cette thématique, donc ça a été intéressant pour moi de l'approfondir. Mais par contre, comme c'est d'une certaine manière un guide, je ne m'en suis pas sentie intéressée. C'est méchant de dire ça, mais c'est la vérité. Non, en soi, j'ai été intéressée. Mais il n'a pas fait écho en moi comme il aurait pu faire effectivement chez une personne hypersensible spirituelle. Donc ce livre, je ne vais pas vous lire tout le résumé qui est assez dense, mais donc vous permet de comprendre les hypersensibles spirituels, de prendre conscience de votre haut potentiel spirituel, de comprendre également les spécificités des états modifiés de conscience. Et pour conclure, avancer sur le chemin de la sagesse et trouver plus de stabilité émotionnelle et une paix durable. Donc franchement c'est intéressant, mais il faut vraiment se sentir concerné pour apprécier cette lecture. Ensuite, j'ai reçu Trouver sa raison d'être quand on n'entre pas dans les cases de William Rizzo. Il est sublime, avec la lumière du jour, c'est rayonnant, c'est le cas de le dire. Et dans celui-ci, je suis pas sûre de l'avoir lu. La raison d'être est une énergie qui trouve sa source au plus profond de ce que vous êtes et de votre sensibilité. La perdre vient à vous perdre. William Rizzo en a fait l'expérience à la suite d'un burn-out. Pour se reconstruire, il s'est attelé à répondre à un questionnaire imaginé par le chercheur en perspective Martin Serralta, qui permet à chacun de retrouver sa voie quand il se sent perdu. À travers des questions, levez le voile avec William sur qui vous êtes et ce qui vous fait vibrer. Quels sont vos héros d'enfance? Quels sont vos rêves à accomplir absolument? 30 questions, 30 pas vers votre essence profonde. Et celui-ci, je ne l'ai pas lu. Alors celui-là, pour le coup, il peut vachement m'intéresser. Parce que là, c'est, je pense, plus public, ouvert. Que celui dont je vous ai parlé avant. Et en tout cas, la thématique me plaît parce que je pense que ça peut nous aider tous et chacun, parce que dans une certaine manière, on a tous des points un petit peu à guérir, et en tout cas pour se retrouver, se reconnecter à soi-même. Donc lui, clairement, je pense que je le lirai d'ici peu. Il a l'air pas mal du tout. J'ai également reçu Diplômée de l'univers de Nathalie Lefebvre. Il est trop beau. Il est trop beau. La couverture est canon.
celui-ci je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, il est pareil, public beaucoup plus large parce qu'on peut tous se sentir concernés par cette thématique. En fait, simplement, elle nous parle de sa vie, elle nous guide à travers ses expériences, son mental, voilà, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, j'ai vraiment ressenti la chose comme si l'autrice nous avait pris la main et nous avait guidés en nous disant allez, je vais t'aider à apprécier les choses telles qu'elles sont, à te redécouvrir, à réapprécier la vie en fait, la vie avec un grand V. Et j'ai vraiment adoré, j'ai adoré la lire et je suis trop contente de la voir en version définitive parce qu'en plus il est super joli. Et si chacun de nous décidait de quitter le pilote automatique pour s'éveiller à la dimension spirituelle, à ses aspirations et à ce qui l'anime profondément? Dans cet ouvrage à l'énergie communicative, c'est clairement le cas. Nathalie Lefebvre témoigne de son parcours où rien ne lui a semblé être un effort, car elle s'est toujours autorisée à prioriser les projets qui la rendaient vivante et créative. À l'écoute de ses intuitions profondes qu'elle appelle les fulgurances, elle se fie à chaque instant à ce qui résonne en elle et au désir que son âme lui souffle à l'oreille. En tant qu'être humain, nous représentons chacun un univers tout entier et il est temps d'explorer et de faire éclore nos talents singuliers. En nous connectant à notre instinct et en nous offrant enfin la confiance et l'amour, nous pourrons ainsi vivre pleinement nos réalisations tant personnelles et professionnelles. Le résumé paraît un peu dense, mais en soi, la lecture est fluide, ne vous inquiétez pas, j'ai adoré ce livre. Et la bienveillance de cette personne, quoi. En fait, il y a vraiment des gens qui cherchent à aider les autres et je trouve ça beau. Là, on passe à autre chose. J'ai par la suite reçu des livres Hauteville qui faisaient partie de la sélection que j'avais faite pour cet été. Rien à l'horizon, tout le monde n'a pas la chance de survivre au paradis. La couverture est terrifiante. Une île, un huis clos peut-être, une tempête. Ouh, des vacances de rêve. Bon, je fais style comme si je l'avais pas lu, mais je redécouvre parce que j'ai dû lire le résumé il y a peut-être 2-3 mois, mais en soi, je l'ai déjà lu. Des vacances de rêve qui tournent au cauchemar. Après une enfance difficile, Laurie et Erin ont appris à se soutenir mutuellement. Quand Laurie découvre la trahison de son mari, c'est naturellement auprès de sa sœur qu'elle trouve refuge. Elle décide de s'envoler avec elle aux îles Fidji dans l'espoir de prendre un nouveau départ. Mais après la dispute qui les oppose, Laurie est la seule à embarquer à bord du petit avion qui doit atterrir sur l'une des îles paradisiaques de l'archipel. Le temps tourne à l'orage. Clairement, pas mieux faire pour la couverture. Les turbulences se multiplient et le crash devient inévitable. 2 ans après ce crash aérien, jamais élucidé, le pilote est retrouvé. Il prétend être le seul survivant de cette catastrophe aérienne. Mais dit-il toute la vérité? Persuadé que sa sœur est encore en vie, Erin décide de mener l'enquête. Et j'aime bien quand des fois c'est pas que des enquêteurs qui mènent les enquêtes, mais que c'est des personnes lambda en fait, des familles, des psys, j'aime bien quand ça sort un petit peu de tout ce qui est enquête policière. Et celui-là, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu Brajulon, un autre thriller qui s'appelle Hidden Pictures. Stephen King, rien que ça, a dit: j'ai adoré ce roman, un style direct et sans fioriture, de réelles surprises, un rythme qui maintient le lecteur en haleine et les illustrations sont excellentes. Moi, je savais pas qu'il y avait des illustrations. Ah oui, d'accord. Bon, Mimi, tu vas participer à la rédaction de mon livre, s'il te plaît. Tu me fais une petite chèvre avec un arbre un petit peu automnal. Il lui manque des branches à cet arbre, hein. On va pas se le cacher. Ah, mais je meurs. Ah, c'est trop drôle. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce que ça va apporter à la lecture. Qu'est-ce que ces gribouillages apportent au livre? Il y a forcément un lien. Ah, il y en a des un peu plus travaillés. Là, on voit clairement que c'est pas le même enfant qui a fait le dessin, quoi. Ah, sympa. Alors qu'elle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory Quinn est engagée comme babysitter pour s'occuper de Teddy, un petit garçon de 5 ans, doux et timide qui ne se déplace jamais sans son cahier et son crayon. Il dessine des arbres, des lapins,
des ballons et un jour, un homme dans une forêt qui traîne le corps sans vie d'une femme. Les œuvres de Teddy deviennent alors de plus en plus sinistres et ces bonhommes rudimentaires se changent bientôt en esquisses trop réalistes qui excèdent largement les capacités d'un enfant. Ah ouais, donc c'est Teddy qui a fait ces dessins. Il est possédé, Teddy. Ça peut être sympa hein, comme thématique. Mallory commence à se demander si ce n'est pas là les échos d'un meurtre ancien, peut-être relayé par une force surnaturelle. Conscience que tout cela relève de la folie, Mallory entreprend néanmoins de déchiffrer ces images et de sauver Teddy avant qu'il ne soit trop tard. Ouh, une petite dimension surnaturelle. J'adore. J'ai hâte. Le problème, c'est que j'ai hâte de lire beaucoup trop de choses, donc ça risque d'être compliqué. Parce qu'il va forcément falloir en faire passer certains avant d'autres. Mais bon. Je vous dis ça, celui que je vais vous présenter là, clairement, je trépigne d'impatience de le lire. J'ai donc succombé pour Le cœur singulier d'Emily Davis, écrit par Sarah Yarmont, que vous retrouvez sur les réseaux au nom de Mrs. Book Yarmont, qui fait partie en fait des éditions Hurlement. Donc c'est la fameuse mais nouvelle maison d'édition qui clairement fait des merveilles parce que il est super beau. Il n'est pas tant lourd que ça par rapport à la quantité de pages qu'on peut voir. Il n'est pas si lourd que ça. Donc la maison d'édition est composée justement de 3 personnes, donc de Sarah, de Marion qui a le compte sur Bookstagram Par un soir d'automne, et d'Alexia de My Book Vision, qui sont 3 associées de qualité parce que moi je suis trop fan de ce qu'elles font. Elles ont vraiment tout pensé de façon à ce que ça fonctionne et clairement je leur donne tout mon soutien et c'est un peu pour ça aussi que j'ai accepté de craquer. Je me suis dit bah vas-y craque, au pire tu participes à leur essor. Je me dis voilà, une de plus. Oh, j'ai plus de batterie. Donc voilà, j'ai craqué. Vous l'avez peut-être 1000 fois entendu sans résumé, mais en plus on arrive dans la saison parfaite pour lire ce genre de livre. Millie Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique, Les Espérances des femmes Templeton, s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alfred Burton, professeur d'archivistique, qui accepte de lui prêter main forte dans ses recherches. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussions passionnées autour d'une tasse de thé bouleversant alors son quotidien habituellement casanier, et à mesure que l'histoire d'Isadora Templeton s'écrit, celle d'Emily se tisse également. Entre les réunions du club d'activistes véganes de sa grand-mère, la fantasque Maggie, les rendez-vous studieux avec son professeur et l'écriture de son second roman, le train de vie de Millie s'intensifie tant et si bien qu'elle peine à voir les évidences qui se dressent sur son chemin. Des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine, Millie partira en quête de 2 destins, celui de l'héroïne de son roman et le sien. Donc, vous voyez pourquoi il est parfait pour l'automne. On parle d'Écosse, on parle de littérature, on parle de grand-mère qui tient un club de vegan, on parle de un peu d'historique, etc. Franchement, il a du potentiel, vraiment. Et puis, vu tous les avis dithyrambiques à son sujet, je pense ne pas me tromper en me disant que je vais aimer. Puis c'est vraiment écrit gros, il tient tout seul, il s'abîmera pas. Et puis je vais en prendre soin, promis, je vais en prendre soin. D'ailleurs, pour ceux qui ont peur de l'abîmer, il y a aussi la version e-book qui est sortie sur les éditions Hurlement. La pile est bientôt finie. Je commence à m'assécher là, j'aurais dû me faire une tisane pour tout vous présenter. J'ai également reçu la version définitive légèrement abîmée. Je suis dégoûtée de se dépasser avec Laura Marino, qui est une athlète qui a participé à de grandes compétitions,
Ce que j'ai adoré, c'est qu'elle est inspirante. Elle nous parle sans fioriture, sans cachotterie de son parcours, en passant notamment par son burn-out, les moments difficiles qu'elle a traversés, mais aussi ce qui lui a permis de se reconstruire. Et donc dans son livre, elle nous parle de son parcours, elle nous donne des petits exercices de relaxation, de reconnexion avec soi. Elle nous donne ses meilleures recettes réconfortantes, ses playlists, ses séries qu'elle a aimées. Oh là là. Enfin voilà, j'ai adoré cette lecture. J'ai décidé de la suivre sur les réseaux. Puis j'adore parce qu'elle fait des sauts magnifiques dans la nature. Parce qu'elle s'est spécialisée du coup par la suite sur le plongeon freestyle. Bah clairement voilà. Au lieu de sauter sur des plongeoires, maintenant elle saute depuis des falaises. Voilà. Niveau kiff, on est au summum. Je pense que je ne serais pas capable de faire ça. Moi, si je saute 3 mètres, déjà, je suis contente. Mais en tout cas, elle est très inspirante. J'ai adoré ma lecture. Je vous le recommande. Pas besoin d'être sportif pour lire ce genre de livre, mais simplement de vouloir lire une autobiographie d'une personne inspirante et qui a soif d'aider son prochain. Et là, justement, hier, il y avait la rencontre avec les éditions Le Duc et l'autrice. Et Laura, malheureusement, moi je n'ai pas pu m'y rendre puisque ça se passe à Paris et que je travaille, je suis dans le sud, j'ai pas pu. Alors là, rien à voir avec une lecture pure et dure, hein, mais c'est plutôt un carnet de mariage que ma soeur m'a donné pour organiser mon futur mariage. Car ça y est, voilà, mon monsieur à moi a fait sa demande et donc on va se lancer dans l'organisation et je trouvais ça sympa d'avoir un petit carnet avec les petits conseils. Les choses à penser. Et il y a une page qui m'a vachement intéressée qui permettait de mettre en place le budget de toute l'organisation. Je sais pas où j'ai vu ça. Ah, voilà. Sous forme de tableau en disant voilà le budget, les quantités, tout ce dont il faut penser. Mais il y a des petites choses intéressantes à avoir. Donc ça je vous en parle pas plus, mais je suis trop contente. Merci à ma soeur. Ensuite, j'ai reçu Pourquoi les méduses ne vieillissent pas. Alors que je n'ai toujours pas lu, vous allez vous dire que j'ai rien lu en fait. Mais si, croyez-moi, c'est juste que ceux que j'ai lus, je ne les ai pas reçus en version définitive. Et donc pour celui-ci, la nature regorge de super pouvoirs en matière de longévité. Savez-vous qu'il existe un requin âgé de 390 ans, ce qui le rend plus vieux que les États-Unis? Connaissez-vous cette espèce de méduse capable, lorsqu'elle est menacée, de rajeunir avant de recommencer à vieillir? Alors non, clairement je ne savais pas. Mêlant exploration scientifique et histoire extraordinaire, Niklas Brennborg nous amène à la découverte de cycles de vie si longs qui semblent dépasser la réalité. D'une expérimentation réussie de modification de l'ADN humain aux cellules millénaires des séquoias, et passant par de prometteuses perspectives face au cancer et à la maladie d'Alzheimer, cet ouvrage nous révèle les fascinants secrets de santé et de longévité de la nature dont nous pouvons tous nous inspirer. Alors oui, clairement ça a l'air super intéressant, donc lui je compte le lire aussi. Je compte tous les lire, hein. Mais par contre il est un peu plus lourd, il est un peu plus gros. Il fait 300 pages. Il faudrait pas qu'il soit non plus trop scientifique et que je mette un mois à le lire, quoi. Ce serait dommage. Je vous en reparlerai. La tour de Pise menace de s'effondrer. J'ai également reçu des éditions Le Duc graphique, cette sublime BD. Voilà. Donc, je ne l'ai pas lu. Celle-là, on l'a reçue en cadeau. Mais par contre, j'ai déjà feuilleté et c'est trop joli. Je suis trop fan. Regardez ça. Oh, oh. J'adore. Bon, excusez-moi si vous entendez du bruit en bas. Il y a les voisins qui discutent. J'ai envie de la lire ce soir. Je suis trop fan en fait des dessins, je t'aime déjà mon bébé. Oh non, regardez. C'est trop
trop choupi. Donc, vaincre sa dépression maternelle et ses traumas grâce à l'MDR. En devenant mère, Zoé prend l'arrivée de son fils en pleine figure. Comment est-ce possible de ne pas aimer son propre enfant? Comment lui donner de l'amour alors qu'elle ressent un vide à l'intérieur? Rangée dans des nombreuses interrogations et un profond mal-être, Zoé décide de se faire aider par un psychothérapeute et commence alors une thérapie basée sur des séances des MDR. Au fil des séances, elle prendra conscience de ses traumas, des poids de l'éducation toxique transmise par ses parents et de l'impact sur son rôle de mère. Toujours des sujets assez forts chez le Duc graphique, mais dépeints de beaucoup de douceur en fait. J'ai lu il y a quelques temps une autre BD, Cher Blob Blob. Je sais pas si je l'ai publiée déjà, mais j'ai vraiment adoré parce que c'est des sujets de tous les jours que l'on peut rencontrer ou que nos proches ont rencontrés et qui en fait ont beaucoup d'importance et qu'on n'en parle pas assez. C'est plus facile de lire cette thématique sous forme de dessin avec plus de douceur qu'en texte brut. Voilà, donc je trouve que c'est de très belles propositions et franchement, Zoélie, j'ai pas encore lu, mais félicitations parce que je suis fan de ce genre de travail. Et sur la même lignée, j'ai reçu une autre lecture des éditions Le Duc graphique, À fleur de peau, de Saverio Tomasellia, illustré par Maëline et Bella, non, ou alors écrit par Maëline et Bella, je sais pas. Qui a écrit, qui a illustré. Donc c'est une BD de l'adaptation du roman éponyme, je connaissais pas le terme, de Saverio Tomasellia. Donc Saverio Tomasellia, c'est le docteur qui a écrit le roman, et Maëline et Bella Pinero, ça doit être des illustratrices. Et celui-ci, il est juste magnifique. En fait, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à de l'aquarelle avec des tons pastels, clairs, doux, super joli. Moi, c'est tout ce que j'aime, l'aquarelle, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. J'adore ça. Bon, si je coupe de temps en temps, c'est normal, c'est que je me rebraille et voilà. Donc là, le thème de cette BD, Flora a tout pour être heureuse, une famille aimante, drôle et brillante, des amis sincères, un jardin qu'elle aime. Pourtant, elle a l'impression que son extrême sensibilité perturbe sa confiance et la pousse parfois à se replier sur elle-même. Elle se sent différente des autres. C'est alors qu'elle rencontre Marc, professeur de yoga et de méditation, qui l'aide à transcender son ultra-sensibilité. Flora apprend alors à la vivre comme une force pour s'épanouir. Un récit touchant qui permettra à chacun d'avancer sur son chemin intérieur. Donc c'est effectivement un travail cumulé de scientifique d'un docteur avec la douceur et la beauté des illustrations de Maëline et Bella Pinero. J'ai terminé de vous faire mon méga book haul de l'année. Dites-moi en commentaire s'il y a des lectures qui vous donnent envie, si vous en avez déjà lu peut-être quelques-unes. Moi, je me retourne à mes occupations. Je pense que je vais préparer une autre vidéo sur mes updates de l'été. Et je vous dis à bientôt!